accepté de se déplacer un samedi après-midi pour venir parler d'un grand pays africain que nous aimons tous tant et plus. J'ai accepté cette invitation parce que mon frère Ali Touré est un grand Africain avec qui j'ai eu des échanges et j'ai trouvé que son initiative était très positive. Et en plus, j'étais particulièrement motivé parce que j'ai la chance de pouvoir dire que le président Alassane Dramane Ouattara est mon grand frère. Un grand frère qui me porte une affection que je lui rends bien et que je lui rends beaucoup. C'est, je crois, l'un des rares chefs d'État africains qui parfois vous appelle directement sur votre portable. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et vous prenez votre portable parce que le numéro parfois, bien entendu, n'est pas affiché. Et tout d'un coup, vous entendez cette belle voix nasillarde. « Ah, jeune frère, comment ça va ?» Je dis, mais monsieur le président, il faut me laisser vous appeler. Vous dites, non, jeune frère, je n'ai plus de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on veut parler d'un tel homme, je ne peux qu'accepter d'apporter un témoignage. Et il se trouve qu'il est président d'un pays qui me tient particulièrement à cœur. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir beaucoup d'amis ivoiriens. Depuis l'âge de 13 ans au Prytanée militaire de Saint-Louis, mon meilleur ami et premier ami était un jeune ivoirien. Lors de mes études aux États-Unis, mes deux meilleurs amis étaient aussi ivoiriens. Donc voilà, c'est une histoire relationnelle qui est là. En plus maintenant de ce qu'on a eu la chance de faire pendant les crises ivoiriennes, il y a un événement peut-être dont on ne se souvient plus, mais on avait eu le toupet, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, de venir faire une conférence à Abidjan en septembre 1999. Et je venais des États-Unis directement. Et nous sommes venus avec un groupe d'amis. On a fait entre guillemets un commando panafricaniste pour venir lancer un appel aux frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Et on a osé dire à la mairie d'Abidjan que le drame qui se profile et qui est en train de prendre forme en Côte d'Ivoire ne fera pas du mal qu'à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique, parce que la Côte d'Ivoire est un pays essentiel du continent africain. Et nous avons utilisé l'expression que quand un peuple marche vers le gouffre, il est le dernier à s'en rendre compte. Plus les amis l'avertissent qu'il marche vers le gouffre, moins il y croit. Et malheureusement, effectivement, en décembre 1999, 3 mois après plus tard, nous avons eu ce que tout le monde sait. Après cela, j'ai eu la chance, nommé ministre des Affaires étrangères du Sénégal, de venir en juin 2000 à Abidjan. Et j'ai eu l'honneur de recevoir toutes les personnalités ivoiriennes à l'hôtel Sofitel. Le président, à l'époque du FPI, Laurent Gbagbo, a fait le déplacement. Didier Madi a fait le déplacement. Le président Ouattara avait envoyé ma grande sœur et amie Henriette Diabaté, bien sûr, et le professeur Wodjié s'était déplacé lui-même. Et nous avons passé le message du Sénégal, un message fraternel, que la Côte d'Ivoire est un pays leader en Afrique et la Côte d'Ivoire doit se ressaisir. Et au président Feu Robert Gueye, nous avons dit exactement le même message, que la place des militaires n'est pas à la tête des États, surtout des États qui aspirent à la démocratie, et qu'il était temps qu'ils acceptent de se retirer et de laisser la Côte d'Ivoire reprendre toute sa place dans le continent africain. Le sommet de l'Union africaine qui a suivi, j'ai eu l'honneur aussi de porter un message important. Nous avons lancé un appel à tous les chefs d'État africains, d'abord au niveau des ministres qui ont ensuite transmis à leurs chefs d'État, que nous souhaitions qu'il y ait une délégation de 10 chefs d'État africains, 2 par sous-région du continent, pour aller en Côte d'Ivoire et parler à la classe politique ivoirienne. Je vous jure que ça a été accueilli avec une salle d'applaudissements, ce qui prouvait l'attachement des Africains à la Côte d'Ivoire. Et ça a été adopté par le sommet des chefs d'État. Et au mois d'octobre, nous avons eu une délégation des chefs d'État. Malheureusement, certains n'ont pas pu. Et on a eu 7 chefs d'État sur les 10 qui s'étaient engagés, qui sont allés en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, il y a la médiation à Bouaké,
pour obtenir un accord de cessez-le-feu et la participation à d'autres événements liés à la vie politique ivoirienne. Nous n'avons pas tellement de temps, peut-être qu'on le racontera dans des livres, mais en 2010, je dois saluer la contribution des frères d'Afrique australe qui sont venus me voir à Dakar pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu en Afrique australe, voir des chefs d'État de l'Afrique australe pour leur dire de ne pas envenimer la situation en Côte d'Ivoire. Certains d'entre eux étaient très engagés avec armes et finances, et nous leur avons dit de ne pas le faire. Et nous sommes allés voir le président Jacob Zuma pour lui demander d'aller aider la Côte d'Ivoire plutôt que de prendre position, parce qu'il était sur le point de reconnaître un camp, le camp qui était encore au pouvoir, et nous lui avons dit que c'était une grave erreur historique et que ça lui enlevait toutes les cartes des mains pour jouer un rôle de leader en Afrique. Et que nous étions convaincus, par les Nations Unies, par tous les témoignages, que le président Alassane Ouattara avait effectivement gagné les élections dans son pays. Et que malgré cela, nous ne sommes pas venus lui demander de reconnaître le président Ouattara immédiatement, mais d'aller en Côte d'Ivoire, de prendre connaissance de la situation et d'aider les frères ivoiriens à dépasser cette situation et faire accepter la victoire acquise démocratiquement par le président Ouattara. Ce qu'il a fait, il est venu en Côte d'Ivoire et il a tenté aussi d'apporter sa contribution. Tout cela a fait qu'il me semble que dans une telle rencontre, on doit commencer par le commencement, c'est-à-dire être juste avec le président Ouattara. Avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vouloir que, comme on dit en France ici, que le président Ouattara soit un président normal, c'est-à-dire que le mandat qu'on exécute dans des conditions entre guillemets de normalité, il était difficile de le faire en Côte d'Ivoire, dans la mesure où il fallait d'abord ramener la paix, enclencher le processus de réconciliation nationale, aider les Ivoiriens à se retrouver autour de l'essentiel, et ensuite, bien entendu, parallèlement, commencer à rebâtir le pays. Et la Côte d'Ivoire, encore une fois, je le dis sans aucune démagogie, n'est pas n'importe quel pays africain. En Afrique, comme le disait un chef d'État que je respecte beaucoup aussi, il y a de grands pays, même s'il n'y a pas de petits pays. Et ça règle le problème de tout le monde. Mais il y a de grands pays. Et en Afrique de l'Ouest, quand on dit grands pays, on pense au Nigeria, on pense à la Côte d'Ivoire. Et il y a deux pays qui n'ont pas tellement de moyens, qui n'ont pas tellement de ressources, mais bon, qui font beaucoup de bruit. Et l'un s'appelle le Sénégal. Et qui s'est fait accepter dans la cour des grands, on ne sait pas par quel miracle. Et il y a un autre pays qui a mérité, le Ghana, par son comportement et par aussi son aspiration au leadership depuis Kwame Nkrumah, a joué un rôle en Afrique de l'Ouest. Mais on ne pouvait pas en Afrique de l'Ouest parler des grands pays leaders sans ne pas mentionner tout de suite, après le Nigeria, parler de la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous souhaitons au président Ouattara, c'est de remettre son pays dans cette posture de pays leader et locomotive de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent africain. Et nous pensons qu'il s'y attelle, que c'est ce travail-là qu'il est en train de faire, avec, comme je l'ai dit, les contraintes que nous savons tous. Ce n'est pas, entre guillemets, un président normal qui est arrivé dans des circonstances où il peut tout de suite passer à son programme. Il y avait quand même d'autres urgences, comme l'a décrit mon frère à droite ici, restructurer une armée, recréer les forces de défense et de sécurité, relancer la machine économique ivoirienne. Il fallait le faire, et le président Ouattara, pour qui, encore une fois, nous avons une grande affection, est en train de le faire. Son arrivée au pouvoir a été, tout le monde le reconnaît, dans un enfantement douloureux. Pas par sa faute, bien entendu, mais parce qu'il avait un combat à mener. Et je le dis aussi avec conviction, le combat que le président Ouattara a mené dans son pays n'était pas un combat exclusivement pour les Ivoiriens. C'est un combat pour l'État-nation en Afrique en général, un combat pour l'inclusion. Combien d'Africains dans leur propre pays se sont sentis exclus des processus et ça a mené à des révoltes, des rébellions, des guerres civiles, etc., etc. Donc ce qu'il a réussi en Côte d'Ivoire servira d'exemple à l'ensemble des Africains. Nous voulons une coexistence harmonieuse des ethnies, des religions, des croyances, des régions, des langues, des sexes, des idéologies, des courants politiques. Nous estimons que le président Ouattara est dans une mission de refondation d'une telle coexistence.
Et il faut prier que notre Seigneur l'accompagne dans cette mission, parce que ce n'est pas une mission facile. Le président a accepté de consentir beaucoup d'efforts au péril de sa vie, ce que parfois on oublie. Quand certains portent des jugements négatifs, tant qu'ils sont des opposants politiques, je pense qu'ils ont le droit. Et on doit protéger même leur droit à exprimer leur opinion, leur avis négatif. Parce que c'est ça, être démocrate. C'est protéger le droit de la minorité à pouvoir exprimer son point de vue contraire, à ne pas être d'accord avec nous. Mais j'estime qu'un homme qui allait en première ligne, au point de vouloir mettre sa vie en péril, cet homme, on ne peut, entre guillemets, l'accuser que d'être sincère. Sincère dans ce qu'il voulait faire pour son pays et sincère dans ce qu'il voulait faire pour l'Afrique. Donc, sous ce rapport, je pense que ce président va terminer ce mandat, bien entendu parce que nous partageons une grande affection et une admiration de ma part pour ce qu'il est en train de faire. Et je souhaite faire ça aussi pour mon pays. Vous savez que je ne cache pas mes ambitions. C'est très dangereux en Afrique de dire ses ambitions, mais je n'ai pas peur de dire qu'après Macky, je souhaite que ce soit Gadio. Et que si c'est Gadio, je souhaite que je prenne la voie prise par le président Ouattara, c'est-à-dire réussir des performances économiques, amener le taux de croissance dans son pays à 2 chiffres et de plus en plus continuer à gagner la bataille de l'inclusion. C'est vrai que le défi de la réconciliation nationale n'est pas encore totalement relevé en Côte d'Ivoire. Ce que Nelson Mandela a réussi, il faut qu'on le réussisse en Côte d'Ivoire. Il faut que des personnes qui prient dans le feu de l'action et du conflit, se sont dit des choses ou se sont fait mal, puissent un jour s'asseoir dans la même salle, pleurer ensemble, s'embrasser et comprendre, comme je le disais à l'époque, j'espère que ce n'était pas prétentieux de ma part, que la Côte d'Ivoire est plus grande que chaque Ivoirien pris individuellement. Il y avait la Côte d'Ivoire avant eux, il y a la Côte d'Ivoire avec eux, pendant leur séjour ici sur terre, et il y aura, Inch'Allah, la Côte d'Ivoire après eux. Pour cette raison, chaque Ivoirien doit plus à la Côte d'Ivoire qu'il ne doit exiger attendre de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cette raison que je souhaite de tout cœur que cette réconciliation nationale puisse être réussie. Parce que ça va être encore une autre leçon pour tous les Africains. Donc je disais que le président Ouattara est dans une posture de leadership de transformation. Il est obligé. Quelqu'un a dit dans son parcours qu'il a fait les grandes écoles, il a eu l'expérience de diriger de grandes institutions. Et ça a fait de lui d'ailleurs un autre point d'ancrage de notre relation, un panafricaniste convaincu. C'est l'un des rares chefs d'État africains que j'entends parler des États-Unis d'Afrique. Ce que beaucoup ont laissé tomber dans leur langage et qui est une catastrophe pour l'Afrique. L'Afrique doit régler le problème du leadership sous ce rapport. Nous ne pouvons pas individuellement régler nos problèmes et séparément régler nos problèmes. Nous sommes potentiellement une grande puissance mondiale seulement si nous acceptons d'aller ensemble. Quelqu'un disait que si on veut aller vite, il faut aller seul. Si on veut aller loin, il faut aller ensemble. Et le président Clinton donne un exemple à méditer. Le Congo-Brazzaville, dit-il, la RDC et le Gabon, pris ensemble, pèsent 33 000 milliards de dollars en ressources. 33 000 milliards de dollars. Et il ajoute plus que le budget des États-Unis, du Japon, de la Chine et de l'Inde combinés. Et quand j'ai dit ça à un ami économiste, il m'a dit effectivement le budget de l'Inde, des États-Unis, de la Chine et du Japon, c'est 31 000 milliards de dollars. Et le président Clinton parlait de 33 000 milliards de dollars entre ces 3 pays africains s'ils vont ensemble. Alors imaginez qu'on rajoute la Guinée équatoriale avec son pétrole, qu'on rajoute les richesses du Tchad, qu'on rajoute les richesses de la RCA, qu'on rajoute les potentiels et les richesses du Cameroun, on a une puissance mondiale qui émerge. Donc sous ce rapport, je pense que l'unité de l'Afrique, comme le souhaite le président Ouattara, créer des États-Unis d'Afrique, ou au niveau continental ou au niveau régional. Ça n'enlève en rien à l'identité de chaque pays pris individuellement. Les Californiens sont des Californiens, les New-Yorkais sont des New-Yorkais, les gens du Montana, de Texas, chacun est fier de là où il est originaire. Mais ils sont ensemble pour défendre un seul drapeau, ils sont ensemble pour défendre une même monnaie, une même diplomatie et ils ont une même armée. C'est tout ce qu'on demande aux Africains. Dans le monde où nous allons, il n'y a pas de place
pour de petites entités, pour une Afrique balkanisée. Et comme vous le notez, Senghor a dénoncé la balkanisation. On est passé maintenant, malheureusement, à une hyper-balkanisation. On est en train de vouloir séparer la Casamance au sud, séparer l'Azawad du Mali. On a déjà fait le Sud-Soudan et c'est une catastrophe. Et on pensait même un moment en Centrafrique séparer le nord et le sud. Il faut qu'on refuse cela, nous, Africains. Allons vers l'unité plutôt que d'approfondir les divisions et la séparation. Donc sur ce point, je pense que l'Afrique est orpheline de grands leaders panafricains. Et je pense que le président Ouattara a le droit, comme le président Idriss Déby du Tchad, au plan de la sécurité, c'est le chef d'État africain qui envoie ses troupes au Mali et au Nord Mali, qui envoie ses troupes au Nigeria, qui envoie ses troupes au Cameroun, qui a une vision panafricaine de la défense collective de notre continent. De la même manière, sur le plan de la diplomatie économique, sur le plan de la diplomatie panafricaine, sur le plan du leadership panafricain, je crois que le président Ouattara a un devoir d'aspiration légitime à contribuer à un tel leadership. Je ne vais pas entrer dans les chiffres des éléments de réussite du président parce que des gens beaucoup plus habilités que moi et qui ont beaucoup plus d'informations sont sur cette table, mais rien qu'à aller en Côte d'Ivoire, aller à Abidjan et voir comment la vie reprend, comment l'engouement se remet en place, comment les investisseurs sont entraînés vers la Côte d'Ivoire, tout ceci ne peut que nous encourager. Et la décision du président de rendre l'enseignement obligatoire en Côte d'Ivoire et de restructurer l'agriculture ivoirienne autour, bien entendu, des produits ressources, produits phares, ça prouve ce que nous avons toujours pensé. Le développement commence par l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures. Alors, ceux qui disent que le président construit trop d'infrastructures, qu'on ne mange pas du goudron, ils se trompent lourdement. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas combiné le développement de l'agriculture et de l'éducation avec les infrastructures. La Malaisie, la Corée du Sud, comme tous ces pays. Je termine sur un point, pour ne pas être trop bavard. Sur un point. Et j'espère que le président Ouattara prendra aussi le leadership sur cette question. C'est l'utilisation de la diaspora africaine. Nous sommes extrêmement malheureux de voir que les pays africains disposent d'une ressource qu'ils ne pourront pas recréer dans les 10-20 prochaines années parce qu'elle est déjà disponible. Il y a plus de médecins originaires du Malawi dans un quartier de Londres que tous les médecins qui sont au Malawi, chez eux là-bas. Nous avons plus de 3 à 4 millions de Sénégalais à l'extérieur, dont la majorité sont des cadres dans les grandes institutions internationales. Si on pouvait en attirer 5% ou 10%, on serait dans les 300 000 cadres. Peut-être qu'on ne peut pas les absorber. Mais mettons même 1%, 30 000 cadres, vous vous rendez compte? Et si la Côte d'Ivoire pouvait, avec ses immenses ressources à travers le monde, les attirer pour venir servir leur pays et régler la question de leur statut. Et je termine par une anecdote. Le président de Corée du Sud, celui qui a lancé le développement de la Corée, il a lancé un appel à la diaspora. Et quand il a lancé un appel à la diaspora à la fin des années 60, il a réuni tous les cadres du pays qui étaient au pays. Il leur a dit, nous avons d'immenses ressources à l'extérieur. Je vais les faire venir. Ils gagnent 10 fois plus que vos salaires. Mais je leur propose le double de vos salaires à égalité de compétences. Est-ce que vous êtes d'accord? Les nationaux, les locaux ont dit oui. Il dit ensuite, je leur donnerai voitures et chauffeurs. Les locaux ont dit oui. Et c'est un des ingénieurs qui a quitté le Japon, coréen, pour rentrer chez lui, qui est allé travailler dans un hangar avec de petits transistors qui nous vaut aujourd'hui les Samsung, Apple, les Samsung smartphones, les téléviseurs Samsung, les meilleures technologies du monde. La Corée du Sud, qui avait le niveau de développement de la Côte d'Ivoire et du Sénégal en 1960, a le plus grand chantier naval du monde avec Hyundai et est un pays producteur de pétrole et qui n'a pas une goutte de pétrole dans son sol. Ils vont aller acheter le brut saoudien et ils ont des raffineries. Et ce pays aujourd'hui a un PIB de plus de 1000 milliards de dollars, alors qu'à l'indépendance, dans les années 60, ils avaient 1,5 milliard comme le Sénégal. Ils sont à 1000, nous sommes à 14 milliards. Là, visiblement, il y a une tortue et une gazelle. Et ensuite, les 1000 milliards de la Corée du Sud, ça représente
le nouveau marché économique que nous venons de créer en Afrique avec 20 et quelques pays, 25 ou 26 pays, de l'Égypte vers l'Afrique du Sud, tous ces pays ont 1000 milliards de PIB, c'est-à-dire équivalent au PIB de la Corée du Sud. Il y a un problème. Maintenant, je ne veux pas terminer sur le mot « il y a un problème », il y a une solution. C'est nous, Africains. Voilà, merci beaucoup.